Vous écoutez l'un des épisodes coup de cœur de Pouce, intitulé « Quelle place pour les bébés au musée ?» Actuellement, Pouce, le podcast qui explore le rôle essentiel de l'art dans le développement des enfants et des jeunes, est en pleine refonte. Pendant cette période de transition, je vous propose de redécouvrir une sélection de vos épisodes préférés pour continuer à nourrir vos réflexions sur l'accompagnement des enfants à travers l'art. Je travaille activement sur un nouveau format pour Pouce. Bientôt, vous découvrirez un nouveau nom, des formats d'épisodes revisités, mais avec toujours la même mission, explorer l'importance cruciale de l'art dans le développement des enfants. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Pouce, le podcast dédié à l'art auprès de l'enfance et de la jeunesse. Je suis Émilie Lebel, médiatrice culturelle indépendante, spécialisée dans le jeune public et passionnée par toutes les formes d'éveil à l'art qui participent au développement de l'enfant. Médiateur, animateur, enseignant, éducateur, parent ou toute personne cultivant son âme d'enfant, je vous propose des coups de projecteur sur des initiatives d'éveil artistique qui gagnent à être connues. Ateliers, spectacles, expositions, médiations innovantes, découvrez le foisonnement d'expériences culturelles qui viennent nourrir l'enfant dans son développement et dans son lien avec le monde qui l'entoure. Bonne écoute! Pour ce 5e épisode, je vous propose un format table ronde, car je suis entourée de 4 professionnels et étudiantes pour interroger la place des bébés au musée. Et oui, quelle place pour les bébés au musée ? Ils ne parlent pas, ne marchent pas encore, et si vous avez écouté les épisodes 2, 3 et 4 du podcast, vous avez dû entendre les mots exploration, toucher, sensoriel. Sauf que dans un musée, on n'a pas le droit de toucher. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine de les emmener ? Pour répondre à ces questions, j'ai à mes côtés Claire Cassedas, Jennifer Février, Fanny Thaler et Morane Remeau. C'est un épisode à 5 voix, avec des convictions affirmées, des points de vue différents et des moments de désaccord aussi. Et c'est ce que j'aime avec le jeune public. Cela vient nous bousculer et questionner les pratiques. Car poser la question de la place, c'est interroger l'espace que l'on partage. Quelle place on décide de prendre, de laisser, de donner ? Interroger la place des publics, c'est aussi interroger la place des œuvres et de la médiation. Comment cela s'articule ? Nous parlerons des bébés et plus largement de la petite enfance, c'est-à-dire les 0-3 ans. Comment se pense l'accueil pour cette tranche d'âge ? Est-ce que les enfants trouvent davantage leur place dans des expositions pensées à leur hauteur ? Je vous laisse découvrir les réponses et les questions qui en découlent. Bonjour à vous 4. Bonjour. 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 Alors Claire, toi tu es scénographe, muséographe, fondatrice de la structure Fun in Museum, une agence de muséographie et scénographie que tu as fondée en septembre 2015 pour accompagner les musées à innover. Ton mot d'ordre, le fun, de l'accessibilité, dépoussiérer les musées et pimper vos expos pour justement des publics familles, jeunes publics et handicap. Tu as aussi créé un podcast, J'ai l'œil du tigre, pour inspirer d'autres professionnels des musées à innover et repenser les pratiques. Jennifer, toi, tu es médiatrice culturelle indépendante, spécialisée auprès du jeune public, les 0-6 ans, les familles et aussi les personnes en situation de handicap, principalement dans les musées. Tu as fondé la structure Quel art est-il en septembre 2013 pour développer des projets et des actions d'ingénierie pédagogique. Tu as longtemps exercé à l'Artothèque de Caen, qui fut un vrai laboratoire pour toi auprès de la petite enfance. Et puis, il y a notamment organisé l'événement Voir Grand en septembre 2021 et qui était une journée consacrée à l'éveil artistique pour les tout petits. Et puis, tu as aussi une page Instagram inspirante qui s'appelle We Are Family.
Fanny, vous êtes chargée de la médiation culturelle au Musée d'art contemporain de Lyon depuis 1996. Vous avez toujours exercé finalement dans la médiation culturelle dans le secteur de l'art contemporain. Et puis Morane, toi tu es étudiante en médiation culturelle et numérique à l'université Jean Moulin à Lyon 3 et tu es en train de terminer ton master 2. Et puis tu as fait partie des 6 étudiantes sélectionnées par le Musée d'art contemporain de Lyon pour co-concevoir l'exposition Little Odyssey, qui est actuellement présentée au musée jusqu'au 10 juillet. Et puis, tu tiens aussi un compte Instagram, Art Expo, pour partager tes coups de cœur en termes d'art, de culture et d'exposition. Donc, merci à toutes les 4 d'avoir répondu à cette invitation pour interroger la place des bébés au musée. Je vous propose une conversation en 2 temps. D'abord avec toi, Claire, et puis Jennifer. Cela m'intéresse de croiser vos regards en tant que muséographe, scénographe d'un côté et médiatrice culturelle de l'autre, pour réfléchir ensemble à comment se pense un espace, une exposition et une médiation quand on s'intéresse aux bébés et aux tout petits, donc les 0-3 ans. Et puis, dans un second temps, j'aimerais qu'on s'appuie sur un cas d'étude, donc sur l'exposition Little Odyssey, présentée donc actuellement au Musée d'art contemporain de Lyon. C'est une exposition pour les 0-11 ans, co-conçue par le service médiation-programmation et par des étudiants de l'Université Lyon 3. Alors, je vous propose de démarrer tout de suite. Claire, est-ce que tu pourrais nous présenter le métier de Jennifer ? Qu'est-ce qu'une médiatrice culturelle spécialisée dans le jeune public ? Alors déjà, je pense qu'il y a plusieurs types de médiatrices culturelles, mais en tous les cas, si je devais résumer le métier de Jennifer, je dirais qu'elle est spécialisée dans la création de dispositifs de médiation, des ateliers, des visites spécifiques vers les publics famille et jeunesse, et notamment les tout petits. Et parallèlement à ça, je pense qu'elle fait également des conférences et des formations pour sensibiliser justement les professionnels à ce type de public qui sont pas forcément évidents à accueillir correctement et à leur faire passer un moment assez magique dans les structures. Jennifer, tu te retrouves dans cette description ? Oui, tout à fait. Oui, non, super. J'aurais pas mieux dit. Parfait. Bon, ouf. Et alors toi, Jennifer, est-ce que tu peux présenter le métier de Claire qui a une double casquette, qui est muséographe, un métier qui est peut-être pas forcément connu non plus du tout public, et puis scénographe, et puis ensemble voir un peu quelles sont vos complémentarités et spécificités dans vos métiers. Le métier de Claire, moi, je le définirais comme vraiment une mise en valeur des collections, quelles qu'elles soient, vraiment par l'espace. Donc, c'est vraiment penser et créer des espaces afin que les collections rentrent en rencontre, permettent la captation du visiteur. Donc, elle crée vraiment les conditions propices en faisant l'écriture des textes, les ambiances, la budgétisation de tout ce projet jusqu'à la réception d'une exposition ou d'une refonte de collection. Alors Claire, est-ce que toi tu te reconnais dans ce portrait Alors, je me reconnais dans le fait qu'en effet, j'imagine l'histoire qu'on va raconter au public, comment on va la raconter et notamment sa mise en espace. En revanche, c'est vrai que moi, de mon côté, je serais un peu la partie team musée où on touche. Parce qu'en fait, en effet, j'ai une formation d'historienne de l'art et archéologie, comme bon nombre d'entre vous, je pense. Mais je travaille pour beaucoup de musées où il n'y a pas forcément de collection, où on est plutôt sur des centres d'interprétation, où on a des objets, mais qui sont témoins, en fait, pour raconter une histoire. Donc il y a juste la partie un peu collection où je m'y retrouve moins, parce que c'est moins les structures que j'accompagne. Donc je travaille avec des musées, avec des collections d'histoire, etc., archéologiques, mais pas forcément des œuvres d'art, avec ce côté très fragile, très un peu sous cloche, où les collections sont au centre et les publics un peu en retrait. Moi, souvent, les publics sont au centre, ils peuvent toucher. Voilà, j'apprends à mon fils, moi, il existe des musées où on peut toucher. Et voilà, donc collection un petit peu plus sur le côté,
voilà, les collections font partie des musées et c'est normal d'en parler. Et ça fait partie de mon métier aussi. Juste pour les personnes qui nous écoutent, qui distinguent peut-être pas bien les deux métiers. Donc le muséographe, c'est vraiment celui qui va imaginer le scénario de l'exposition et notamment la médiation, en fait, comment on va transmettre les savoirs. Et le scénographe, il va plutôt être dans la mise en scène, le design, les couleurs, les effets spéciaux, etc. Donc plutôt sur l'esthétisme. Voilà pour faire le distinguo entre les deux. Et du coup, tu peux intervenir dans n'importe quel type de musée ou Alors oui, moi plutôt dans des j'interviens musées sur d'art contemporain ou dans des musées historiques? oui, tout à fait. Moi, j'interviens en fait dans n'importe quel type d'équipement, mais avec une préférence souvent sur des équipements qui sont assez hybrides, qui sont un peu à mi-chemin entre le musée et des structures autres, type tiers-lieux. Mais en effet, je travaille à la fois pour des pôles des étoiles, des musées aéronautiques, des musées de la Résistance, des cités du volcan ou une abbaye en fait classée à l'UNESCO. Donc c'est vraiment des sites très différents avec des problématiques qui sont différentes. Après, généralement, quand on m'appelle, c'est parce qu'on veut mettre les publics davantage au centre, on veut plus de funky et aussi des dispositifs de médiation qui sont plurisensoriels, figitaux, immersifs, ce qui est un peu moins la demande d'équipements de musées d'art contemporain, par exemple où il y a moins à toucher, il y a plus les œuvres au centre. Bien sûr, il y a un lien avec les visiteurs, mais il y a moins ces demandes-là de multisensorialité, etc. Donc voilà. Mais je travaille bien sûr pour plein de types de structures différentes et j'espère que les musées d'art contemporain et les musées des beaux-arts feront davantage appel à des muséographes et des scénographes comme moi pour justement mettre plus de multisensoriel et de médiation de manière générale dans la structure. Ce qui est déjà le cas, mais pas forcément via des dispositifs. Mais j'imagine qu'on y reviendra après. Oui. Alors, est-ce que chacune, vous pourriez nous expliquer d'où est venu votre intérêt pour questionner la place des bébés au musée? Peut-être Jennifer, si tu veux nous raconter d'où c'est venu, toi, cet intérêt-là. Alors, j'ai toujours eu envie de travailler auprès des enfants. Auparavant, c'était, voilà, j'ai voulu être juge pour enfants, des choses comme ça. Et au niveau de l'art, c'est venu plus spécifiquement à la naissance de mon fils. Donc, il y a maintenant plus de 13 ans où j'ai voulu profiter du congé maternité pour faire les musées avec lui en poussette. Et il n'y avait rien. Je me suis dit, mais il faut faire quelque chose en fait. Voilà, c'est vraiment venu de là, que ça soit en termes d'accueil des familles, des parents et des bébés, que en termes de médiation. J'avais vraiment l'impression qu'on loupait quelque chose sur ce public. Enfin, moi, en tout cas, en me mettant à la place de ce public, j'étais vraiment frustrée de me dire, mais je n'ai pas l'impression que ça soit pour moi. Et c'est dommage parce que c'est pour tout le monde normalement. Et toi, Claire, d'où c'est venu cet intérêt pour le jeune public, mais surtout voilà, pour la place aussi des bébés au musée? Alors, c'est un peu comme Jennifer, tout ce qui est jeune public, ça m'a toujours intéressée dès mes études en fait et mon début de carrière, donc il y a plus de 15 ans maintenant. En revanche, la problématique bébé, ben pareil, c'est lié à ma situation personnelle, c'est quand je suis devenue maman en 2018, où pareillement j'avais envie de continuer en fait mes loisirs habituels, hein, comme c'était le cas quand je n'étais pas maman, et j'ai vécu énormément de freins que ça soit logistique ou même se dire en effet, on arrive, on a l'impression d'être regardé un peu étrangement, de pas être forcément à sa place, où il y a plein de contraintes qu'on ne soupçonnait pas en fait quand on n'avait pas de bébé qui se dressent un peu devant nous. Et je pense que j'ai ouvert les yeux aussi lorsque j'ai fait mes premières grandes vacances avec mon fils en famille, où on est parti au Danemark, donc vraiment les publics nordiques, où on a fait énormément de musées, énormément de sites différents, notamment des musées d'art, etc. Et en fait, l'accueil était complètement autre chose qu'en France et par rapport aux difficultés qu'on avait connues avec, on arrive, on a des poussettes qui nous sont proposées, logotypées pour le musée, on a des places de parking à poussettes, on a des endroits où on peut faire chauffer les biberons, on a des tables allongées chez les hommes, chez les femmes. En fait, on est super bien accueillis, on ne nous regarde pas comme des ovnis et on a une espèce de bienveillance. Et c'est vrai que quand je suis revenue
et que j'ai vu en fait ce qui existait ailleurs et que j'ai vu les problématiques notamment en France ou dans d'autres lieux que j'avais visités, autres que les pays nordiques, je me suis dit mais il y a vraiment quelque chose à faire et il y a vraiment deux mondes différents. Donc voilà, vraiment par rapport à une situation personnelle et la, quand on devient parent, en fait, tout simplement, et qu'on a envie de continuer à avoir sa place dans ces lieux-là. Ok. Alors, la première série d'épisodes de Pouce est vraiment consacrée à la petite enfance et à l'éveil artistique. Dans les précédents épisodes, on a entendu le témoignage d'une musicienne, d'une plasticienne et d'une circassienne qui, sans le savoir, se sont toutes accordées à dire que pour la tranche des 0-3 ans, ce qui prime, c'est l'exploration, le sensoriel. Il y a besoin d'être dans la matière, il y a besoin de toucher, il y a besoin d'être dans le corps. Or, voilà, dans un musée, on ne peut pas toucher. Alors, toi, Claire, tu disais que ça dépend des musées, mais principalement, en tout cas, quand il s'agit de musées d'art, on n'a pas le droit de toucher. Donc, moi, c'est vrai que la question que je me pose, c'est finalement, quelle place pour les bébés, quel contenu, quelle posture, quel intérêt de les emmener au musée. Alors, la première chose, c'est il faut, en tant que parent, aller dans les musées parce que c'est comme ça aussi que les musées vont pouvoir se rendre compte qu'il y a vraiment un public qui a envie et donc de pouvoir faire en sorte de pouvoir les accueillir. Claire, elle le disait tout à l'heure, quand elle est partie en grandes vacances, elle a été dans ces musées-là et elle s'est sentie accueillie. Ça, c'est vraiment la base, c'est-à-dire que moi, comme elle disait, quand je fais des formations, je ne parle pas que en termes de médiation, mais j'incorpore tout le musée, tout le personnel du musée. Ça va de la communication en passant par le gardiennage des salles. Tout est là pour, en fait, une fois qu'on se sent accueilli, on sent les regards bienveillants et d'accompagnement du personnel. Les parents vont se sentir voilà, ils vont se sentir bien au sein du musée et ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est vraiment pour créer une dynamique qu'il faut aller au musée. Mais c'est pas évident parce que quand on a l'impression qu'on est fliqué, on n'a pas envie d'y retourner et on attend que les enfants soient un peu plus grands. La deuxième chose, c'est que le musée, c'est un lieu de socialisation. Eh bien, comme tous les autres lieux, moi, j'invite les parents à aller au musée parce que plus un enfant va aller au musée tôt, ça va devenir complètement normal pour lui, comme d'aller à la piscine, ou enfin voilà, dans son univers, ça va être envisageable et il va apprendre les codes, on va pas courir, on va pas toucher, enfin voilà, ça va être inné et totalement normal. Donc, voilà pourquoi il faut emmener les enfants au musée. Alors évidemment, ça fait très peur parce qu'en tant que parent, on se dit, voilà, il faut pas qu'il touche, faut pas qu'il court, faut pas. Il y a trop de faux pas en fait. Et on se dit, on est stressé déjà avant d'y aller, c'est pas la peine, hein. On fait pas des sorties pour être stressé. Normalement, c'est pour partager un bon moment. Donc moi, je donne des petits conseils aux parents pour justement, de leur côté, faire en sorte eh bien, que ça se passe au mieux si les musées ne mettent pas à disposition justement des outils pour passer un bon moment, pour une bonne visite. Et tu auras un exemple de conseil que tu donnes aux parents? Eh bien, par exemple, se faire justement un petit sac avec des choses à toucher qu'on peut mettre en lien avec, les œuvres. Alors ça peut être, voilà des petites fleurs en tissu, de la dinette, voilà des choses qu'ils vont avoir dans leur quotidien, et qu'on va pouvoir mettre en relation, «Oh tiens regarde, un tableau avec, une grappe de raisin. Ah bah tiens regarde, tu l'as dans ton petit paquet», voilà. Donc vraiment en fait pouvoir, se détendre en ayant ramené, nous-mêmes, des objets. Et alors, donc, toi, Claire, de ton point de vue, quelle place pour le sensoriel, justement, pour cette tranche d'âge? Alors déjà pour moi, le sensoriel au musée, ça se résume pas au toucher. C'est le musée et les expositions, c'est du multisensoriel. C'est aussi du son, c'est le fait de pouvoir bouger son corps, c'est le fait de sentir. Et je pense que c'est important aussi de ne pas résumer les musées, notamment les musées d'art, à l'impossibilité de toucher. Et c'est vrai que
pour un exemple concret, donc Martin, mon fils a 3 ans et demi, il a fait sa première sortie à l'école au musée, c'était à la piscine de Roubaix, et les consignes avaient été très strictes, c'était ne pas toucher, ne pas parler, donc c'est normal qu'en sortie scolaire, il y ait un cadre pour éviter qu'il y ait des débordements. En revanche, je trouvais que c'était extrêmement restrictif en fait, comme description en fait de sortie au musée. C'était vraiment des ne pas, on avait l'impression vraiment d'être dans une église et moi j'étais parent accompagnatrice et c'est vrai qu'après j'ai expliqué à Martin qu'il y avait différentes sortes de musées et qu'au musée c'était aussi un lieu qui était rigolo, où on pouvait s'amuser, où certes il y avait des musées avec des choses fragiles qui étaient interdites de toucher en fait pour préserver notamment les œuvres d'art, mais il y avait aussi des musées avec des puzzles, avec des choses où on pouvait danser, vraiment qu'il y avait différentes façons en fait d'appréhender le musée. Et je pense que ça c'est important d'essayer d'éduquer aussi les tout petits et même les parents au fait que le musée n'est pas seulement un endroit plein d'interdictions. Donc ça, moi j'avais vraiment envie d'insister là-dessus. Et je pense que ça c'est intéressant de se dire qu'il faut sortir de cette image du musée où on peut pas toucher. Et même, moi j'estime en tant que muséographe et scénographe que même dans des musées d'art, beaux-arts ou art contemporain, on peut aussi avoir des puzzles, on peut aussi avoir des endroits où on s'allonge, où on regarde un écran et on écoute, on fait une sieste sonore ou j'en sais rien, ou après on a des activités, des ateliers où on a le geste, où on a le mouvement, où on fait une chorégraphie devant une œuvre, j'en sais rien parce que ça nous inspire. Euh, je pense qu'il faut vraiment sortir de cette idée de musée sensoriel uniquement tactile, que le musée c'est un tout, c'est un endroit de vie où on a un corps, on a des oreilles, on a des yeux, on a une bouche et on peut faire plein de choses. Voilà, le musée est multisensoriel et il est aussi émotionnel. Et oui, donc du coup, les bébés, ils ont toute leur place là-dedans, quoi. Je Et les rebondis tout juste petits. sur ce que Claire dit. Et oui, en effet, se concentrer sur le ne pas, en fait, comme je disais, rien qu'en tant que parent, ça nous stresse, mais en tant qu'enfant, ils se disent, mais pourquoi on y va, en fait? C'est la C'est ça, punition. c'est pas drôle. Voilà, et c'est plus en fait, plutôt que de dire: «Bah, voilà, on va là-bas, mais alors, il y a faut pas ça, il passe ça, pas ça». C'est de dire: «Bah, voilà, oui, on va pas pouvoir toucher. Pourquoi?» Moi, c'est vrai que dans mes médiations, les enfants, je leur explique parce que sinon, c'est un truc qui tombe comme ça, genre on n'a pas le droit et bah, ils se disent: «Ouais, mais pourquoi tu nous emmènes? Pourquoi ci? Pourquoi ça?» Donc vraiment expliquer que oui, voilà, c'est un lieu où, bah, on va pas courir parce que, bah, c'est pas un lieu pour faire du sport et que, par exemple, après on pourra se défouler, là ou là, qu'on ne pourra pas toucher ci ou ça parce que c'est très ancien. Moi, j'ai toujours l'astuce du doudou que je mets en parallèle pour les enfants, de dire, bah voilà, ton doudou, au début, il était tout propre, tout beau, mais à force que tu le touches, eh ben, il est devenu un peu cracra. Et bah, les œuvres, si tout le monde les touchait, bah, ça deviendrait pareil et on ne pourrait plus nous les voir. Donc, c'est vraiment en fait recréer du positif parce qu'en fait, avec les nœuds pas, sachant qu'en plus, à une certaine période des tout petits, ils n'entendent pas ce nœud pas, ils entendent juste la chose à faire. Oui, Donc, c'est contre-productif, ils vont penser à faire le truc qu'on leur interdit de faire. Donc c'est voilà, ça. les musées, et faut vraiment penser ça à recréer du positif plutôt que être tout le temps sur la négation. Justement, sur le positif, moi j'ai entendu des médiations où ce que j'aimais bien, c'est à la fin, vous pouvez rêver, vous pouvez ressentir des émotions. Enfin, ces opportunités-là, enfin pas ces opportunités, mais ces invitations, voilà, à tout ce que vous pouvez faire, quoi, dans le musée. Et alors, ça serait quoi, toi, ton point de vue en tant que scénographe et muséographe sur un musée ou une exposition idéale pour les bébés? Alors pour les bébés, je pense qu'il faut déjà que ça soit à hauteur d'eux, euh, émotionnellement, physiquement, ergonomiquement, donc vraiment adapté à leurs besoins. Je pense aussi qu'il faut qu'elles soient waouh et magiques. Je pense que vraiment qu'il y ait des décors à explorer XXL à leur échelle, qu'il y ait des textures à toucher, qu'on utilise son corps entier, qu'on puisse ramper, sauter. Alors bien sûr pas dans n'importe quel musée, pas à n'importe quel endroit, mais qu'on donne des possibilités en fait à l'enfant de vivre en fait dans l'exposition. Donc vraiment un côté assez libérateur. Donc c'est assez, moi ça me parle en fait ce que je dis là parce qu'en fait je travaille pour beaucoup de centres d'interprétation, de musées de sciences, etc. où il y a une autre médiation par rapport à des endroits un peu plus stricts comme les musées des beaux-arts ou d'art. Je parle des expositions en elles-mêmes, je parle pas des ateliers de la médiation humaine autour. Je pense qu'il y a deux choses différentes, mais vraiment avec
un côté magique où on peut ouvrir des trucs, on peut sentir, bref, du multisensoriel à 1000%. Ensuite, moi, j'ajouterais aussi tout ce qui est manip collaborative et aussi des défis à partager ensemble. Il faut pouvoir connecter les enfants avec les accompagnateurs d'une part, que ce soit les parents, les professeurs quand on est en sortie scolaire, les grands-parents ou la fratrie elle-même. Donc vraiment des activités de connexion et collaborative en termes d'expo idéale. Ensuite, moi j'ajouterais aussi des moments d'interrogation où on va apprendre des choses surprenantes, mais on va aussi pouvoir exprimer son avis. Parce que moi, je pars du principe que même si on est un bébé, un tout petit, on peut aussi s'exprimer sur une œuvre parce qu'on aime bien les couleurs, on aime bien les formes, on aime bien le sujet qu'il part, ça nous fait penser à quelque chose, ça nous fait rêver. Donc vraiment un terrain d'expression, donner ces occasions de s'exprimer, ce qui n'est pas forcément tout le temps évident quand on n'a pas de dispositif de médiation pour, je sais pas moi, un mur entier où on peut colorier et dessiner et continuer une œuvre qu'on a vue et en donner une autre interprétation. C'est plus facile, je pense, quand on a un dispositif physique qui est proposé que quand on est face juste à une œuvre qu'on regarde et on a un banc à côté et en fait on n'a pas d'outils en fait pour faire quelque chose. Voilà. Donc vraiment partager, s'exprimer, que ça devienne finalement un souvenir inoubliable en fait pour le petit visiteur. Je pense que ça c'est important que les expositions qu'on va proposer pour ces tout petits les marquent dans le sens vraiment positif en termes de souvenirs, d'émotions et de sensations. Et ensuite, ce qui est vraiment important, ça revient un peu à ce qu'on a dit au départ en introduction, mais ça, c'est l'expérience de l'exposition, mais je pense que pour ces publics-là en particulier, mais même tous, je suis convaincue, mais pour ces publics-là encore plus, c'est tout ce qu'il y a autour de l'exposition qui est important, que ça soit les animations qui sont proposées, les services, les commodités, le fait de pouvoir faire sa pause déjeuner, parce que on peut pas rester 4 heures dans un même lieu sans prendre son goûter, ou voilà, ou de changer le petit, ou d'aller aux toilettes. Voilà, vraiment tout ce qu'il y a autour, avec des zones de repos, les poussettes, les toilettes, les tables à langer et les animations. Donc l'exposition en tant que telle, mais aussi tout ce qui gravite autour pour en faire vraiment une expérience totale qui est positive. Parce que si vous avez une super expo, mais en même temps vous avez tourné en rond pendant 10 ans pour essayer de trouver un ascenseur ou trouver des toilettes ou trouver un endroit où pouvoir chauffer votre biberon, j'ai envie de vous dire, il y a une partie de votre expérience qui sera gâchée. Et donc du coup, pour ces publics-là, et même pour tous les autres de manière générale, c'est l'ensemble, c'est le package en fait, qui est important. Jennifer, toi, si peut-être tu peux, avec ta casquette de médiatrice culturelle, nous dire justement un musée, une exposition idéale, une médiation idéale dans ce musée idéal, exposition idéale, ça serait quoi pour toi, Jennifer? Je rejoins vraiment Claire sur cette idée d'accueil. Voilà, si on n'a pas de table à langer, on se sent pas, ce que je disais avant, on se sent pas accueilli. Et déjà, en fait, les conditions, elles sont pas réunies pour vraiment accueillir l'exposition avec son enfant en tant que tout petit ou avec le parent. Ce qu'il faut savoir quand on a des tout jeunes enfants, ça va être en miroir, c'est-à-dire que si le parent est stressé, l'enfant va le ressentir et va déclencher en fait notamment des pleurs ou autres parce qu'il va sentir son parent stressé et il va se dire mais avant qu'on soit ici, le parent il n'était pas stressé. Donc si je pleure, on va s'en aller et ça va aller mieux. Donc voilà, un parent heureux fait un bébé heureux. Donc d'avoir toutes ces conditions d'accueil et de bienveillance, c'est déjà avoir une bonne expo. Ensuite, j'avoue que je suis pas. Alors, j'ai un peu du mal à me répondre en tant que médiatrice culturelle parce que vraiment, moi, mon expérience de la parentalité, eh bien, c'est vraiment très ancré avec mon métier. Ça m'a fait vraiment grandir en tant que médiatrice. Et donc, pour moi, je suis pas spécialement fan des expos à hauteur d'enfant ou autre parce que je le vis comme une expérience familiale. Donc, que ça soit avec des tout petits, mais notamment en fratrie. Et c'est par l'accueil, je pense, que ça va déjà mettre en condition pour pouvoir, pouvoir s'approprier l'exposition.
Alors Et puis, évidemment, ensuite, s'il y a des tips du genre, comme disait Claire, des choses à toucher, des choses à vivre, tout ça, alors là, c'est un gros plus. Mais de pouvoir permettre aux familles de vraiment pouvoir s'approprier l'exposition, déambuler tranquille, l'esprit léger, c'est déjà, j'ai envie de dire, au moins 50% de gagné. justement, là, je vous propose maintenant de travailler sur un petit cas d'étude, de nous intéresser à l'exposition Little Odyssey, donc, qui est actuellement au Musée d'art contemporain de Lyon. Donc voilà, un exemple concret pour illustrer notre discussion. Donc Fanny, vous êtes chargée donc, de la médiation culturelle au Musée d'art contemporain. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'exposition Little Odyssey qui est actuellement au musée, une exposition qui a été donc conçue pour les 0-11 ans et pensée à hauteur d'enfant? Oui, Little Odyssey, c'est une exposition d'œuvres de la collection du MAC, une exposition donc qui a été pensée, conçue pour les enfants. C'est en soi un projet de médiation puisqu'il s'agit d'une exposition avec le jeune public au centre. Et cette formule, elle vient des étudiants qui ont concocté l'exposition. Donc, c'est vraiment une exposition avec le public au centre, et en l'occurrence, le jeune public. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Des œuvres, rien que des œuvres, rassemblées selon un parcours, un scénario imaginé par les étudiants. Et je laisserai Morane tout à l'heure parler du scénario. Scénarios et œuvres ont été choisis pour leur capacité à créer des expériences subtiles et fortes avec le jeune public. Ils optimisent les situations de rencontre. Ils optimisent la découverte, l'expérience et l'apprentissage. L'art contemporain a cette chance de pouvoir le faire. Little Odyssey est un condensé sensoriel. Il en est un condensé sensoriel. Immersion, perception, relation au quotidien, relation au monde. Le parti pris de ce projet a été de miser sur les œuvres. Donc, on est un musée d'art. Hein. Donc, c'est ce qui différencie beaucoup des expériences relatées par Claire. Hein. On est un musée d'art, c'est très important. Donc, on mise sur les œuvres en respectant leur intégrité. Il ne s'agit pas d'une exposition enfantine, mais une exposition adressée aux enfants, qui sont considérés comme des personnes en développement. Il ne s'agit pas d'un parc d'attractions, ni d'une exposition à thème. La question du thème, Morane, on pourra en reparler, rassembler des œuvres autour d'un thème aussi a ses limites, parce qu'elles réduisent le sens des œuvres. Et nous n'avons cédé à aucune tentation, justement, tirant vers le ludique ou le divertissement. Nous sommes un musée d'art. Notre objectif est l'éducation artistique et culturelle. En vous écoutant parler, justement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit aussi deux sensibilités différentes. Claire qui parle de ludique, vous qui parlez vraiment d'éducation à l'art. Est-ce que c'est forcément incompatible de travailler sur ces deux? Est-ce qu'il faut forcément les opposer? C'est ça la question que je me suis posée là. Non, c'est très juste. Il y a aussi du ludique, bien sûr, dans la rencontre avec les œuvres. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'objectif de l'exposition n'est pas de s'amuser, mais le ludique pourra être un moyen pour aborder les œuvres, parce que pour certaines, il y a du ludique dans la rencontre avec les œuvres. Hein. Mais donc, c'est ce qui change tout, quelque part. Hein. Ce qui est un moyen n'est pas un objectif. Ou vice-versa. Après, moi, je pense que j'aimerais réagir là-dessus parce que ça me titille énormément parce qu'on voit deux écoles un petit peu s'affronter et je pense que ça reste un problème parce qu'il n'y a pas de hiérarchisation à avoir, moi, je pense, dans les apprentissages. Être éduqué à l'art ou s'initier à l'art, notamment pour les plus petits ou les plus grands, n'est pas... le ludique, je dirais, n'est pas un moyen qui est inférieur à un autre manière outil de médiation, je dirais. Il n'y a pas de hiérarchisation à avoir. Le ludique, avoir recours à une approche ludique n'est pas un sous-moyen d'éducation.
Sinon, les enfants, ils joueraient jamais et il y aurait aucun jeu éducatif qui existe, j'ai envie de dire. Donc, je sais pas comment exprimer ça, mais voilà, je pense que avoir recours à du ludique n'est pas un sot moyen pour avoir une sensibilisation à l'art et un accès à une œuvre, même si l'œuvre n'est pas rigolote en première entrée de lecture. Alors, je n'ai pas mis du tout de hiérarchie. J'ai juste dit qu'il n'était pas un objectif, qu'il était un moyen. Parce que d'ailleurs, il y a des œuvres qui ont une approche ludique, justement. Hein, donc, j'étais. Ouais, mais dans le discours, ça paraissait. Voilà, j'avais l'impression que c'était assez négatif, le ludique. Non, Ah du oui, tout. non, Mais je crois le que, ludique, si. il devenait négatif s'il n'était qu'un objectif, justement. Ouais, c'est Alors ça. que nous, c'est Non. vrai, Si, l'objectif en effet, oui. était d'une exposition, un scénario qui va proposer un parcours sensoriel, mais artistique et culturel pour l'enfant. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit donc il y a des confrontations de points de vue, de sensibilité, et je trouve que c'est aussi le jeune public nous amène aussi à re-questionner nos pratiques parce que moi, quand je vous entends, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que finalement, quand on parle d'enfance, tout de suite la question du jeu, la question du corps, ça vient tout de suite nous questionner. Et donc effectivement, est-ce que l'un oppose, est-ce qu'il y a un moyen, un objectif? Enfin, c'est intéressant que vous puissiez voilà, partager vos points de vue sur ce sujet. C'est souvent dit, mais oui, mais les enfants, ils apprennent en jouant. Mais en fait, le vrai truc, c'est que les enfants, ils jouent pour apprendre. Le premier truc qu'ils font, c'est jouer, et c'est comme ça qu'ils apprennent. C'est la façon dont on voit le jeu. Mais en fait, si on laisse un enfant 5 minutes tout seul avec des graviers, bah, il va jouer, en fait. Oui. C'est comme ça aussi qu'il va apprendre. Donc, même si on lui donne 2 bouts de ficelle dans une expo, il va faire un truc. Il est capable de faire un truc. Peut-être juste pour ensuite en arriver à la conception de l'exposition et à comment ça a été pensé. Pourquoi justement, Fanny, vous avez choisi de faire une exposition pour les 0-11 ans, parce que je crois que c'est une première au MAC de Lyon de faire une exposition pour vraiment dédiée et communiquer dans ce sens pour le jeune public. Et pourquoi aussi avoir invité des étudiants, ce qui est aussi une première, je crois, en tout cas originale. Pourquoi avoir invité les étudiants à co-construire cette exposition? D'abord, il faut rappeler le contexte lyonnais. Donc, nous sommes un musée municipal et il se trouve que la nouvelle municipalité, depuis la nouvelle mandature, manifeste un fort engagement en direction de l'enfance. Elle s'est dotée d'ailleurs d'un cabinet, la ville à hauteur d'enfant, et donc un cabinet transdisciplinaire qui n'est pas uniquement culturel, mais aussi urbain. Et donc, on s'inscrit dans cet engagement, mais l'enfance, c'est une préoccupation de longue date pour le MAC. Il se trouve qu'on a un public particulièrement jeune, si on compare avec le musée des Beaux-Arts, et on développe une médiation en direction des enfants depuis longtemps, et ça va donc en s'accroissant. Alors par contre, situation inédite pour nous, puisque une partie du deuxième étage était disponible pour ce printemps 2022. En fait, je rappelle qu'on fonctionne sous forme d'exposition temporaire, donc une programmation d'exposition uniquement. Notre collection n'est pas montrée en permanence, elle peut être montrée par fragments. Et il se trouve que dans la configuration de la programmation, il y avait un espace disponible et la direction a décidé de nous confier cet espace disponible. C'est un peu une première. Autant nous menons beaucoup de projets, mais autant qu'une exposition soit confiée au service culturel, service médiation, programmation. Et alors tout s'est passé très vite, je dois vous le dire. C'est un peu un exploit, un miracle qu'on soit arrivé à Little Odyssey. Donc d'abord, nous avions imaginé confier justement, profiter de cette occasion pour continuer un projet que nous avions eu avec des collégiens du collège Mermoz, qui est un quartier prioritaire
à Lyon. L'année précédente, nous avions au collège donc confié un projet d'œuvre de notre collection. Les collégiens avaient été les commissaires, c'est eux qui avaient choisi les œuvres qui étaient montrées au collège. Nous avions donc au départ un peu imaginé que l'on prolongerait cette aventure avec eux pour qu'ils conçoivent l'exposition au musée, mais là, ça devenait une entreprise un petit peu trop, un peu trop considérable, un peu difficile pour des collégiens. Et donc, notre responsable, François Landini, donc, a eu cette idée aussi, cette opportunité de nous adresser aux étudiants donc, en médiation, au master médiation de Lyon 3. Il se trouve que notre responsable avait déjà des attaches au sein de ce master. Et donc, c'était à la fois une chance pour nous et on pense une chance pour eux, mais de pouvoir nous adresser à des étudiants en médiation pour co-concevoir ce projet qui est comme je le disais au début, un projet de médiation avant tout. Donc, une équipe de 6 étudiants a été, on va dire, au pied levé, recrutés donc sous forme de stage. Et comme je disais, l'aventure a commencé au mois d'octobre 2021, donc pour commencer leur participation à ce projet d'abord. Donc, ils n'étaient pas à plein temps chez nous puisqu'ils avaient encore des cours à ce moment-là. Ils ont dû concevoir des scénarios très, très rapidement. Maureen va le raconter, donc pour aboutir à une ouverture de l'exposition en février. Mais là, c'était l'occasion on va dire vraiment encore d'optimiser, de mener aussi une expérience, parce que moi, je dois vous le dire qu'en tant que médiatrice culturelle, et je rejoins, et en tant que chargée de médiation depuis plus de 25 ans, mon métier est de, quelles que soient nos expositions, de justement créer des médiations à hauteur d'enfant. Et quelque part, un projet tel que les lycées pourrait être un peu de nier tout ce qu'on fait en médiation. Ça pourrait vouloir dire que nos autres expositions ne s'adressent pas aux enfants. Mais là, comme je disais, c'est une expérience qui permet de condenser, à la fois de mener cette expérience. Qu'est-ce qui permet justement d'optimiser ces rencontres? Et puis, qu'est-ce qu'on pourra, ça j'en parlerai à la fin, justement, tirer de cette expérience pour l'avenir. Et donc, une exposition qui a été conçue donc, en 4 mois, alors que d'habitude, c'est combien de temps Alors d'abord, nous n'avions jamais mené d'exposition au sein du musée, hein, puisque nos projets on a pu faire des projets, mais donc hors les murs. D'habitude, ce qui se passe, c'est que le service exposition, lui, conçoit des expositions au moins 1 an, voire 2 ans à l'avance, hein, dans le principe de voilà. Donc, à la fois, c'était nouveau pour nous, à la fois, on avait très peu de temps, à la fois, on travaillait donc avec des étudiants, mais à la fois, travailler avec des étudiants pouvait peut-être, on va dire, nous faire pas perdre du temps, mais en même temps, ça nous en a fait aussi gagner parce que, en fait, on a appris en même temps qu'eux. Alors justement, Maureen, donc toi, tu fais partie de ces 6 étudiants qui ont co-construit cette exposition. Est-ce que tu pourrais donc nous raconter la genèse du projet, comment vous avez pensé cette exposition à destination du jeune et très jeune public? Quelles questions vous vous êtes posées? Quel choix d'œuvres, de parcours de visite? Et puis aussi par rapport à ce que j'entends de Fanny, finalement, j'ai entendu qu'il y a eu des réflexions en interne sur pas de thème, ça réduit le sens des œuvres, ou quelle place pour le ludique, puisqu'on réfléchit pour le jeune public. Enfin, voilà, comment vous vous êtes emparé aussi de ces questions-là?
comme le disait Fanny, nous, ça a été, on a été plongé dans le bain plutôt très, très rapidement. En fait, nous, le process, il commence dès la rentrée de septembre, puisque lors de notre pré-rentrée, du coup, Madame Françoise Landoni et Monsieur Damien Blanchard, donc du service culturel du MAC Lyon, se sont présentés à nous en nous présentant ce projet et en nous demandant de leur faire part, oui, de nos candidatures si on était intéressés. Donc, il fallait faire une candidature professionnelle, CV, lettre de motivation, mais également un peu plus poussée, exposer quel était notre intérêt pour le MAC, quel était notre intérêt pour ce projet, comment on aimerait organiser tout ça. Donc, il y avait déjà une réflexion qui se posait au moment de notre candidature. Et donc, on nous explique à ce moment-là que c'est un projet qui s'inscrit effectivement dans le projet de la ville, une ville à hauteur d'enfants de Lyon, et que là, il se décline dans le musée. Et puis, on nous explique que si on est pris, il faudra réfléchir à la manière dont s'engage la conception de l'expo, sur le plan de la scénographie, du montage, de la réflexion de ce qu'est une expo pour les enfants, ainsi que les aspects de la médiation donc par le groupe d'étudiants qui seraient engagés. Et donc, moi, j'apprends le 12 ou 13 octobre que je suis prise par le MAC Lyon pour cette expérience, et on nous annonce d'emblée qu'une semaine après aura lieu un comité scientifique, composé, comme le disait Madame tout à l'heure, d'acteurs culturels, mais pas que. Il y avait aussi des enseignants, il y avait pas mal de gens impliqués dans ce projet, dans ce comité scientifique, et donc il faut qu'on leur prépare des propositions de scénarios concernant cette exposition. Donc on a eu une semaine pour penser les scénarios, donc c'était très très court niveau timing, et donc on s'est divisé, on était un groupe de 6, on s'est divisé par 2 et on a présenté en tout 3 scénarios, dont un qui a été choisi à l'unanimité du coup par tout le comité scientifique. Qui est le tien, je crois. Et le mien, avec ma camarade Pauline Deleste. Et puis, on était quand même... J'aime pas forcément dire que c'est le mien parce qu'on a quand même pensé... c'est vrai que ça a émergé de nos idées à Pauline et moi, mais on a quand même pensé les scénarios en étant toujours très connectés, le groupe d'étudiants, en se faisant des retours, chacun de notre côté, en partageant des réflexions. Donc oui, c'était l'idée de ma camarade et moi, mais on s'était aussi inspiré de ce que mes autres camarades proposaient. C'était vraiment très... il y avait des liens partout, quoi. Et donc, le scénario qui a été sélectionné, donc il tissait quand même des liens entre les 2 premiers scénarios, mais il se concentrait sur l'idée d'un parcours évolutif. Donc, on commencerait par aborder les premiers sens de l'enfant, donc l'ouïe, la vue, avec des œuvres qui sont notamment sonores ou colorées, mais aussi l'appréhension du corps. On voulait vraiment des œuvres aussi immersives. Puis le quotidien de l'enfant, les premières appréhensions du monde, donc les objets, les textures, etc. Et puis la dernière partie qui ouvrirait sur le monde avec un grand M, ou le monde à plus grande échelle, avec le globe, les paysages et la perception renouvelée. On avait vraiment cette notion de l'enfant qui grandit à travers l'expo et qui a été très appréciée par tous les acteurs du comité scientifique et par l'équipe du MAC également. Et puis, une fois qu'on avait défini ces différents espaces, il a fallu en prendre véritablement conscience, comprendre leur rôle aussi. Et donc, le choix des œuvres, il a été primordial dans cette réflexion. Qu'est-ce qu'on peut montrer? C'est quelque chose qui s'est posé parce que, comme le disait justement Madame tout à l'heure, ce ne sont pas des œuvres qui ont été pensées pour les enfants. On a pioché dans la collection du Musée d'art contemporain de Lyon, qui est très, 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 très riche. Il y a énormément d'œuvres. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Qu'est-ce qui correspond à ce qu'on a envie de transmettre aussi à travers cette exposition? Comment on rend accessibles certaines œuvres de la collection pour les enfants au sein du discours? Et donc, on s'est concentré sur des œuvres colorées, immersives. Ça a été des très longues heures de débat, déjà entre nous les étudiants, en fonction des goûts, des couleurs, des appétences de chacun, et puis aussi avec les équipes du Musée d'art contemporain de Lyon, parce qu'on était aussi confrontés certaines fois à des questions de logistique, de disponibilité des œuvres. Est-ce que c'est possible de mettre cette œuvre-là dans l'espace? Est-ce que c'est possible que cette œuvre-là soit mise avec une autre œuvre? Donc ça a été, je ne sais plus exactement, Madame tout à l'heure, combien il y a eu de versions de parcours, mais je pense qu'il y en a eu un peu moins de 10, mais il y en a eu beaucoup.
Donc, ça a été énormément remodelé. Et puis, par exemple, je pense à une œuvre qu'on a tout de suite beaucoup aimée de Daniel Canogar, donc, qui est une des premières œuvres immersives dans l'exposition, qui est en fait une salle noire qui projette des morceaux de peau sur les murs. Et par exemple, cette œuvre-là a pu faire débat entre nous parce qu'on mesurait comme elle pouvait être intéressante dans l'exposition. Et en même temps, on était toujours aussi confrontés à, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut montrer pour les enfants? Est-ce que ça peut faire peur? Est-ce que ça va les effrayer? Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que ça va les fasciner? Est-ce que c'est accessible? Alors justement, là, par rapport à ces scénarios, moi, la question que je me demande, c'est dans le cahier des charges, est-ce que justement, ça a été de se dire, bah, on souhaite, dans le scénario, questionner le développement de l'enfant, ou est-ce que ça a été une proposition que vous avez faite? Est-ce qu'il y a eu justement des propositions de thèmes, et puis bah, ça a été un endroit d'échange entre vous, de se dire, bah non, nous, on ne souhaite pas un thème parce qu'on trouve ça trop réducteur. Enfin, est-ce que ça a été des endroits d'échange puisque j'entends que c'est vraiment aussi un projet qui est une première pour tous et donc qui se construit, quoi, qui s'analyse, etc. Oui, en fait, à partir du moment où le scénario a été validé, c'est vrai qu'on s'est concentré sur le développement de l'enfant et sur un scénario qui se voudrait évolutif, voilà, dans le parcours et dans l'expérience de visite aussi. Et puis aussi, on a beaucoup joué sur les contrastes aussi, avec des œuvres gigantesques et des œuvres minuscules. Enfin voilà, on souhaitait un petit peu questionner tout ça. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas concentré du coup sur un thème. Ça a été un moment aussi de débat, parce que nous, étudiants, on partait à la base sur effectivement plutôt des thèmes et on a été voilà, les équipes du MAC nous ont rendus attentifs au fait que peut-être un thème pourrait être réducteur. Je me rappelle que Madame Lenardoni ou Madame Thaler, je ne sais plus bien, avait donné l'exemple de, par exemple, si on fait une exposition sur le thème des animaux, eh bien finalement, les gens ou le public va peut-être, ou surtout des enfants, pourraient peut-être du coup chercher partout les animaux dans les œuvres et peut-être des fois passer à côté du propos de l'œuvre, parce que ça, c'était aussi quelque chose auquel les équipes du MAC nous ont énormément rendu attentifs, parce que nous, on arrive avec nos gros sabots étudiants, bientôt diplômés de médiation, genre on va bousculer les codes, on va tout changer, etc. Et je pense que c'est ce que voulait dire Madame Thaler tout à l'heure aussi dans son discours, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été pas mal répété. On n'est pas dans un parc d'attractions, parce que nous, on nous écoutait, on mettait des coussins partout, des toboggans. Enfin, on était dans une. Enfin, voilà, on avait aussi besoin d'être cadrés par les équipes du MAC qui, du coup, nous rendaient attentifs au fait que le ludique devait être aussi au service, finalement, et je crois que c'est un peu ça l'idée, au service de la pédagogie et du propos de l'œuvre, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas des œuvres qui ont été pensées pour des enfants, mais qui ont été piochées dans les collections. Et du coup, voilà, il y avait vraiment un propos de l'œuvre à respecter aussi et qui ne pouvait pas. Il fallait que ça serve le scénario et le propos de l'exposition, mais il fallait aussi ouvrir sur le propos de l'artiste et ce que l'artiste a voulu dire par cette œuvre ou ce qu'il a voulu montrer, etc. Et donc, ça a été effectivement des longues heures de débat, mais je crois que l'important dans le scénario, c'était vraiment le développement de l'enfant et puis aussi l'expérimentation. Et je crois, comme l'a dit Claire tout à l'heure, très justement, le côté sensoriel et pas que par le toucher. On a du toucher, on a réussi à avoir du toucher grâce à une œuvre de Erwin Wurm qui elle aussi a fait débat d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est une œuvre qui a dû être redimensionnée pour les besoins de l'exposition et surtout pour qu'elle puisse être manipulée par des enfants, parce que l'œuvre telle qu'elle ne pouvait pas être manipulée par des enfants. Et c'est vrai que nous, on a d'abord été... décrire? Alors, c'est une œuvre... Comment décrire cette œuvre? Ce sont des plaques roses sur lesquelles sont dessinés donc des dessins et des indications, en fait. Et donc, c'est vraiment le spectateur, enfin le visiteur qui crée l'œuvre par sa manipulation. Parce que, par exemple, il y a une planche à un moment avec un trou rond à l'intérieur et il faut passer sa jambe à l'intérieur du rond pour faire l'œuvre finale. Et il y en a plein d'autres. Voilà, allonge-toi sur la planche et ne pense pas. Enfin, il y a plein de choses qui permettent du coup aux spectateurs, aux visiteurs de créer l'œuvre en fait par son corps aussi et par la manipulation de ces planches.
sauf que telle qu'elle ne pouvait pas être manipulée par les enfants. Donc nous, on a dit, mais c'est pas grave, on appelle Erwin Wurm et puis on lui demande de redimensionner l'œuvre, ce pourquoi les équipes du MAC nous ont quand même au début réfréné là-dedans, parce que ça ne se fait pas forcément d'appeler un artiste contemporain en lui disant, bon, bah, voilà, votre œuvre ne va pas telle qu'elle, est-ce que c'est possible de la refaire? Et au final, on s'est tous risqués parce que je crois que les équipes du MAC étaient aussi très enchantées par cette idée et par ce qu'on proposait. Et puis ça a marché en fait parce qu'Erwin Wurm nous a gentiment accordé le droit de le faire uniquement pour cette exposition du coup. C'est une œuvre qui sera détruite en fait à la fin de l'exposition, qui est exclusive là au Musée d'art contemporain de Lyon. On la gardera peut-être. Hein. Ah, un peu. Une version, on pourra Mais, peut-être. ouais. C'est une version de l'œuvre quand même. Mais du coup, voilà, exclusive au Musée d'art contemporain de Lyon et en tout cas à cette exposition-là pour le moment. Donc, ouais, le fil conducteur, le fil rouge, c'était vraiment le développement, l'expérimentation et puis la sensorialité aussi, que ce soit par le toucher, donc parce qu'on a réussi à avoir ça, mais aussi par l'immersion, par le questionnement des textures aussi. Ça me fait penser que j'avais échangé en fait avec un compte Instagram qui s'appelle La Nature est bien faite, qui avait visité l'exposition et qui avait vraiment soumis en story une super critique, à la fois positive et à la fois aussi sur ce qui lui avait manqué dans l'exposition. Et elle questionnait une de nos œuvres donc de Spalletti, qui est en fait une plaque en verre par terre sous laquelle il y a plein de pigments bleus. Et nous, ça nous permettait de questionner la couleur et la texture parce que dans cette même salle, on a aussi la couleur qui coule, la couleur en aplat, etc. Donc voilà, on avait vraiment envie de questionner tout ça. Et elle, en story, avait dit je me demande pourquoi ils se sont dit nickel pour les enfants parce que vraiment, ça ne va pas. Et du coup, on avait beaucoup échangé autour de ça et c'était chouette d'avoir aussi son point de vue en termes d'expérience de visite parce que je crois qu'à aucun moment, aussi sachant que c'est des œuvres qui ne sont pas conçues pour les enfants, on s'est dit, OK, cette œuvre, c'est nickel pour les enfants. Je crois que c'est jamais arrivé qu'on se dise c'est nickel pour les enfants. Je crois qu'on avait toujours ce doute de se dire, OK, est-ce que ça va le faire? Bon, bah, on le tente et on verra. Il y avait des œuvres où on savait que bon, ça pourrait quand même potentiellement vraiment le faire et que ça pourrait parler. Et d'autres où bah, ce serait la surprise, quoi. Et on s'est dit, on le tente. Et puis nous, ça correspond et ça répond aux besoins et à ce qu'on imagine du scénario. Et on verra. Mais c'est vrai que c'était chouette d'échanger avec elle après son retour de visite qu'elle a quand même énormément apprécié. Et elle avait mentionné le fait qu'elle était déjà venue au Musée d'art contemporain de Lyon, mais sa fille avait pas forcément apprécié. Et ça questionne tout ce que vous disiez tout à l'heure, les filles, par rapport au fait de ne pas, en fait, parce qu'elle disait, voilà, la petite qui se questionnait sur pourquoi à la maison je peux toucher une bouteille en plastique, au musée non. Ça avait été un moment très frustrant pour ma fille qui avait du mal à mettre de la distance entre elle et les œuvres et passer son temps à dire laisse, touche pas, merci, mais non merci. Et que quand elle est arrivée au musée d'art contemporain de Lyon pour faire Little Odyssey avec sa fille, même sa fille lui a dit oh non, mais pas ce musée parce qu'on peut pas faire en fait. Et en fait, elle a été agréablement surprise et même sa fille par Little Odyssey. Et ça, c'est juste la raison aussi pour laquelle on a fait ça et ça met du baume au cœur parce qu'on a vraiment travaillé sur l'invitation à explorer, sur le fait que les œuvres sont pas destinées aux enfants de base, mais comment on les rend accessibles aussi par la rédaction des cartels dont j'ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on a été en charge de ça aussi pour remanier un peu le discours et rendre accessible au jeune public. Mais voilà, il y avait vraiment cette invitation à se questionner, interagir, explorer qui apparemment a plu jusqu'ici. Donc, après, je suis plus au musée, mais... Et justement, les cartels, moi, que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est pas du tout des cartels savants, mais c'est des cartels qui mettent plutôt l'adulte qui va les lire pour les enfants sur du sensoriel, sur la place des émotions, sur l'imaginaire, ce qu'on lit pas forcément dans d'autres types de musées, ou en tout cas dans d'autres expositions. Là, il y avait vraiment cette tonalité-là, ce ton-là pour la rédaction des cartels qui était vraiment bien pensé. Et alors, puis on pose beaucoup de questions dans les cartels. À un moment, on s'est même demandé si c'était pas trop, parce qu'on s'est dit, mais attends, mais 3 questions par cartel sur 14 œuvres présentées, est-ce que juste on pose pas trop de questions? Et en fait,
au final, ça n'a pas été relevé par les équipes du musée, par Madame Thaler, qui est quand même professionnelle de la médiation. Donc, au final, le ton collait plutôt bien. Et puis, ça permettait ça aussi, c'est-à-dire de ne pas poser effectivement un langage savant. Voilà ce que tu dois savoir sur l'œuvre, mais plutôt concentrer l'attention sur toi, qu'est-ce que tu vois de cette œuvre en tant qu'enfant aussi. J'ai une question. Le fait de créer cette exposition justement pour le jeune public, et notamment donc cette maman qui a réagi en story, est-ce que le regard de sa fille a changé? Enfin, en fait, je me pose la question de et après. Est-ce que du coup, ça induit pas, entre guillemets, des fois après une déception quand elle va retourner dans un musée et qu'il va plus y avoir tout ça? Qui va dire, attends, que sa fille dise, attends, mais avant c'était super et là maintenant tu me redonnes ce qu'il y avait avant. Donc voilà, c'est pour ça que je disais moi tout à l'heure que c'est vrai que les expos pour les enfants, des fois je suis sceptique parce que justement après, en tant que parent, on est un peu démunis en disant, oui, alors là, en fait, il n'y en a plus. C'est fini. Voilà. Ouais, je mesure complètement et je crois que c'est aussi pour ça que Madame Thaler pouvait dire qu'en fait, on est tous à avoir appris aussi, parce que je crois que même au vu des échanges qu'on a pu avoir, il y avait vraiment, il y a plein de moments où le service culturel s'est aussi laissé surprendre par ah ouais, mais ça peut fonctionner comme ça, mais c'est super chouette de faire ça comme ça. Donc effectivement, ça pose toujours question, puisque là, dans une exposition dédiée aux enfants, enfin même par exemple sur, là je parlais du choix des œuvres, mais même sur le placement des œuvres, on a décidé de placer les œuvres à hauteur d'enfant. Sauf pour les œuvres qui sont gigantesques. On a Olivier Mossé qui fait, je ne sais pas combien elles font ces œuvres, mais 3, 4, 5 mètres, je ne sais plus, mais elles sont énormes. Donc elles, forcément, elles prennent tout le mur. Mais je pense à Numadros, donc ce sont des tout petits tableaux de paysages où vraiment on les a positionnés à hauteur d'enfant, quoi. Je ne sais pas exactement, mais 1,20 m, quelque chose comme ça. Donc effectivement, retourner au musée après avec du coup une expo qui serait plus autant adaptée, ça peut poser question, et en même temps, jusqu'où ça peut pas ouvrir sur adapter aussi en fonction des autres expositions. Et d'ailleurs, le comité scientifique, ma responsable de master, Madame Martine Villa, compte bien en fait poursuivre ce projet, quoi, et qu'il y ait un après Little Odyssey aussi, et qu'on puisse avec les acteurs culturels ou éducatifs, etc., continuer de réfléchir à ça. Je crois que la prochaine réunion est en septembre et j'y participerai avec plaisir. J'avais d'ailleurs convié Émilie, il faut que j'en reparle à Madame Villa. Mais il y a vraiment aussi cette envie, je crois, de continuer à réfléchir autour de ça, et jusqu'où, sans faire des projets pour les enfants exclusivement, penser aussi peut-être plus pour les enfants, quoi, et jusqu'où une exposition à hauteur d'enfant, ça peut pas être toutes les expositions à hauteur d'enfant aussi, avec un discours qui s'adapte et des médiations, des ateliers qui s'adaptent aussi, comme vous le disiez justement tout à l'heure. Alors justement, on va en parler juste après de un peu quel bilan on tire vous tirez plutôt au sein du musée de cette exposition. Moi, j'avais envie de relever justement cet aspect laboratoire et puis justement cette rencontre entre justement des étudiants qui ont un regard tout à fait neuf sur les pratiques, sur la manière de penser les expositions, leur expérience aussi de visiteurs. Les personnes du musée qui ont, eux, pour à l'inverse, une expérience, une expertise, et du coup, ces confrontations de regards qui nous obligent aussi à travailler différemment nos postures, nos discours. Il y a aussi des sensibilités, des engagements. Comment on fait coïncider tout ça et justement, là, moi, ce qui m'intéressait aussi là, de questionner avec vous, c'est la médiation. La médiation et l'offre qui a été proposée au public, parce que pour moi, j'ai fait l'exposition avec donc mon petit garçon, qui était alors âgé de 5 mois à ce moment-là. J'ai trouvé que l'exposition fonctionnait très bien par rapport à sa réception, parce qu'il avait les yeux grands ouverts. Je sentais face à des œuvres, justement, battre un peu des pieds. Enfin, je sentais qu'il c'était vraiment une éponge qui recevait plein d'émotions, plein de sensations. J'ai aussi énormément apprécié, il y a eu l'espace Kids, qui était un petit peu une sorte de pause, de petite bulle, qui aurait pu aller plus loin, je pense, parce qu'il n'y avait pas de livre vraiment art pour l'enfance, mais ça, c'est mon regard peut-être de médiatrice critique. En tout cas, cette pause, cette bulle, c'était vraiment très, très appréciable. Là où moi, j'ai senti une petite frustration, c'est que
il n'y avait pas d'atelier qui était proposé pour les 0-3 ans. Moi, j'ai vu une offre d'atelier à partir de 3 ans. Il y avait un compte qui avait été rédigé. Moi, je suis allée vraiment quasiment à l'ouverture de l'exposition. Le compte n'était pas disponible. Du coup, je me suis dit, pour les 0-3 ans, finalement, j'ai l'impression qu'on est un peu laissé pour compte en médiation. Pourquoi communiquer dès la naissance et pas à partir de 3 ans? Peut-être, Fanny, vous pouvez répondre à ces questions et puis on ouvrira ensuite avec Claire et Jennifer sur justement cette articulation, comment on pense cette transition entre la petite enfance et le jeune public et un petit peu des sensibilités qui se croisent. Oui, alors, comme l'a très bien expliqué Morane, vous l'avez vu, les 0-3 ans, ils sont inclus dans les 0-11 ans. C'est un scénario qui prend en compte le développement de l'enfant, c'est-à-dire donc la première des médiations, j'ai envie de dire, elle est dans l'exposition, elle est dans les œuvres. En fait, même pour tout dire, les 0-3 ans, ils sont au cœur de l'exposition, puisque la première préoccupation, Morane, a été justement de permettre aux plus petits une rencontre, une expérience. Donc, je pense que ça n'est communiquer sur une exposition pour les 0-11 ans est tout à fait justifié. Après, on est d'accord que s'adresser aux plus petits, c'est différent. C'est vrai que c'est une tranche très particulière, et même quand vous dites entre 0 et 3 ans, il y a un monde entre les 6 mois et les 2 ans et demi. Et qui marche et ce qui ne marche pas. C'est vrai que notre pratique de médiateur est plus expérimentée à partir des 3 ans, à partir de la petite section de maternelle, mais nous avons une expérience malgré tout avec des plus petits, puisque nous menons des projets avec les crèches, je parle auparavant. Il n'empêche que c'est vrai que c'est une tranche qui nous préoccupait en termes d'outils de médiation, et c'est pour ça qu'on est allé, on s'est fait conseiller dans le cadre de notre partenariat avec la bibliothèque municipale. C'est eux qui nous ont conseillé de faire appel donc aux contes, aux récits contés dans une médiation pour les plus jeunes. Et c'est pour ça que nous sommes adressés à une conteuse professionnelle, une autrice pour enfants, donc Cécile Bergam, qui a, non pas rédigé, mais créé, écrit un conte à partir des œuvres, donc à partir de la liste et des images, bien sûr, des œuvres qui allaient être exposées. Donc, elle a travaillé, rien n'était visible encore, puisqu'on n'avait même pas encore démonté l'expo précédente. Et donc, elle a créé le conte à partir des œuvres, avec tous les aléas que ça peut comporter, puisque Morane l'a dit, lors d'un montage d'exposition, on se heurte aussi à des changements de dernière minute, des problèmes soit d'œuvres qui ont changé de place, en l'occurrence. Un conte, une comptine, donc elle est autrice d'une comptine, elle appelle ça donc des contes randonnées, puisqu'il y a une sorte de cheminement avec un principe de refrain, un principe de refrain où aussi donc l'enfant est peut-être invité à certains moments du conte à faire des gestes, et un conte, un récit dans lequel la sonorité des mots aussi a son rôle, c'est-à-dire que l'enfant ne comprend pas forcément tout ce qui est dit, mais dans le rythme et dans la sonorité des mots. Voilà. Donc, ce conte qui a été conçu pour accompagner les plus jeunes dans la déambulation, dans la découverte des œuvres. Un conte, donc, proposé aux parents, et le parent jouant ici le rôle du médiateur, en quelque sorte, et créer ainsi une complicité avec son enfant. Donc, le conte, mais aussi les cartels, par des questions qui vont mettre les sens en éveil. En termes d'atelier, alors, toujours autour de cette
proposition de compte, nous avons la bibliothèque municipale, nous avons programmé 3 séances de racontage, de séances de kamishibai, qui sont ces théâtres d'images, justement qui s'adressent aux plus jeunes. Et enfin, l'espace Odyssée. Donc, c'est un espace qui au sein même du parcours. Donc, c'est une salle à part, mais elle est au sein à peu près aux 2/3 du parcours. Un espace à la fois de pause. Donc, on pense aux parents, qui ont besoin de s'asseoir peut-être pour allaiter. Alors, on n'a pas mis la table de longement dans l'espace Odyssée, mais il y en a dans les toilettes des femmes et bientôt des hommes. Pour revenir, donc sinon l'espace Odyssée, un espace de repos, de pause, mais aussi de lecture, puisque notre partenariat avec la bibliothèque, là, ils nous ont proposé un ensemble d'ouvrages pour tous âges. Il y a quand même des livres pour les tout petits. Il y a des livres pas en lien avec l'art. Moi, ça m'a surprise. Pas en lien avec l'art. Alors, c'était une volonté que ce ne soit pas exclusivement des livres d'art, justement. Ça, c'était justement parce que la lecture, voilà. Déjà donc dans une exposition d'art. Donc voilà, leur choix a été justement de ne pas se réduire aux livres d'art. Donc des livres, un espace de repos, mais aussi un espace créatif ou récréatif, puisque des papiers, des différents outils, des crayons disponibles, avec une table à 2 niveaux, pour différentes tranches d'âge, une table à 2 niveaux et pas de chaises, mais des coussins, justement, pour permettre aux plus petits de s'asseoir. Donc, les plus petits ont été pensés aussi dans l'espace Odyssée. Les familles peuvent donc s'exprimer dans cet endroit, s'exprimer concrètement, parce que je pense que quand ils regardent des œuvres, ils s'expriment aussi. Mais là, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent accrocher leur production sur un mur dédié ou repartir avec leur production souvenir. Les plus petits ont été pensés dans la médiation. Ça n'empêche pas qu'en effet, c'est une tranche très particulière. Encore une fois, il y a un monde entre les 6 mois et les 3 ans. Nous menons des projets avec les crèches. Et donc, avec les crèches, là, on mène tout un travail de formation des éducatrices de crèche qui viennent se préparer. Et ensuite, voilà, donc des visites leur sont proposées pour les tout petits. Et là, je rebondis, avec des outils. Je rebondis sur le sac à médiation de Jennifer. Et justement, avec les crèches, on utilise ce qu'on appelle un sac à trucs, un ensemble d'outils qu'ils ont utilisés en crèche avant, sous forme de petites expérimentations, justement, qu'ils ont, voilà, des petits ateliers en crèche qui les préparent à venir. Et ensuite, ce sac à trucs est ressorti lors de la visite. Pour revenir encore à cette question du toucher, on ne peut pas toucher les œuvres, sauf nous, on avait la chance, on avait quand même certaines, enfin au moins une qu'on pouvait manipuler. On peut s'allonger, parce qu'il y a une œuvre justement à l'envers où on leur conseille justement de s'allonger pour la regarder. On peut faire des gestes, on peut danser. Dans l'œuvre de Sommerer Mignonneau, où leurs gestes vont créer donc des formes numériques sur un écran. Et puis, on est dans l'écoute. Enfin, donc, tous les sens, voilà. Et sur le corps de l'enfant a été vraiment une préoccupation dans le choix des œuvres, puisque toutes les œuvres vont mobiliser le corps d'une manière ou d'une autre. S'agissant d'œuvres, c'est vrai que tout outil de médiation, il ne peut pas être mis à disposition en permanence à côté de l'œuvre. Même un banc dans une exposition d'art contemporain va gêner les œuvres, puisqu'il va pouvoir se confondre éventuellement avec l'œuvre, avec l'installation qui elle-même utilise déjà des objets du quotidien, par exemple. On s'était posé la question pour Géraldine Koziak, c'est une grande tapisserie qui donne très, très envie de toucher. Et même les étudiants nous ont à un moment poussé, qu'est-ce qu'on pourrait faire
Une Euh, matériothèque à côté, un facsimilé oui, à côté. Je pense qu'il y un a plein de choses. facsimilé. Oui, oui, oui. Voulait. Mais alors, Parce j'ai euh, l'impression, en vous écoutant, qu'il y a quand même une sacralisation de l'œuvre qui annule finalement un outil à côté pour expliquer quelque chose. Et moi, ça oui, me oui. dérange en fait, En ce fait, type de nous, musée au XXIe siècle quand même. parce que ce sont des œuvres et on ne peut pas les, on peut pas les Oui, bien sûr, modifier. mais ça C'est-à-dire que, n'annule pas la possibilité de proposer un outil oui, autre à proximité, même à 3 alors, non, mètres, si mais, ça mais, vous mais, dérange mais, mais les l'angle outils, de vue. les Mais le outils, fait Alors rien attendez, que le fait de cacher, ne serait-ce les outils de médiation par rapport aux œuvres, moi, ça me dérange. peut-être l'exception qu'on aurait pu faire éventuellement Oui. sur un morceau de tapis. Mais il fallait pour ça que ça soit la même texture du tapis. Et donc, on a demandé à l'artiste, et elle n'avait hélas pas de chute euh, de ce tapis. Et, euh, et donc, en positive, comme disait Jennifer, c'est que quand cette envie de toucher se manifeste, les médiateurs demandent, mais justement, pourquoi on a envie de toucher? Et c'est là que la question du doux arrive et qu'on s'aperçoit qu'on peut toucher avec les yeux et que la sensation de doux, on l'a malgré tout. Les œuvres d'art contemporain, c'est important de garder de leur laisser leur intégrité, sinon elles, elles deviennent instrumentalisées. Moi, là, j'entends effectivement des convictions, un parti pris, des postures qui peuvent se réinterroger, notamment quand il y a des sensibilités ou aussi des générations différentes. On voit qu'on n'a pas la même approche aussi face aux œuvres et à la place de la médiation, la place de tous ces dispositifs-là. Et c'est ça qui est intéressant là dans vos regards, c'est qu'on voit que vous n'êtes pas du tout au même endroit. Fanny, vous parliez justement de là, cette exposition, elle est multisensorielle parce qu'elle mobilise le corps, le regard à différents niveaux. Moi, Par les œuvres. je me suis demandé justement, je me suis demandé justement si ça serait pareil, parce que c'est un projet finalement que vous présentez comme un projet de médiation qui est porté par un service de médiation. Est-ce que ça aurait été pensé de la même manière si ça avait été le service programmation qui conçoit les expositions comme d'habitude? Et du coup, là, ce qui m'intéresserait, c'est justement d'entendre Claire et Jennifer qui n'ont pas vu l'exposition, d'entendre qu'est-ce que vous, ça vous raconte, quelle réaction vous avez par rapport à cette exposition-là. Sur le 0-3 ans, 3-6 ans, comment on travaille cette articulation. Oui, c'est vrai qu'un 0-3 ans, il y a une évolution qui est énorme entre 0-2, 0-3. Après, par exemple, du 6-11, c'est pareil, hein, entre un enfant de 6 ans et un préado de 10-11 ans, on est dans deux mondes différents. Donc, je pense en fait que, comme disait Fanny, c'est que oui, le 0-3 ans, c'est très spécifique. Et je pense qu'il y a un manque de connaissances sur ce public, sur ce sujet du petit enfant qui arrive. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire voir grand, parce que c'était justement, j'avais tous ces questionnements de médiatrices et de médiateurs qui me disaient, mais moi j'ai envie, mais en fait, je ne sais pas. Même si on est parent, parce que je veux dire, on peut être parent ou ne pas être parent pour être un bon médiateur à destination des tout petits. Mais là, aujourd'hui, on a une évolution au niveau des sciences cognitives. On a beaucoup de choses, on en apprend beaucoup plus sur les tout petits et on peut avoir ces connaissances maintenant pour développer des médiations. Seulement, je ne suis pas certaine que, par exemple, c'est une question que j'avais pour Morane, est-ce que vous avez eu des cours sur le développement cognitif des tout-petits? Enfin, voilà, parce que c'est vraiment des choses qui sont très importantes pour pouvoir mettre des médiations en place. J'entends bien pour, par exemple, faire appel à une conteuse extérieure pour faire une médiation pour les tout-petits. Moi, personnellement, je suis médiatrice et c'est ce que je fais en fait, notamment à l'Artothèque, mais je le faisais déjà auparavant. Donc, de créer des médiations à partir des œuvres, donc créer une histoire avec des comptines que les enfants connaissent et les parents connaissent déjà. Alors, pas que des comptines, des chansons aussi. On ouvre le répertoire culturel pour créer justement une rencontre entre les parents, les enfants et la médiatrice, parce que moi, j'aime pas chanter toute seule. Et voilà, et moi, j'y ai adjoint aussi des signes de la LSF pour tout ce qui est compréhension avec préverbal.
Donc voilà, une meilleure compréhension et connaissance du tout petit entre les 0-3 ans. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de médiations qui vont pouvoir se développer au sein des musées sans forcément faire appel à des prestataires extérieurs. Oui, je suis complètement d'accord. Oui, d'avoir vraiment une bonne connaissance de ces publics parce qu'en fait, rien que la tranche d'âge en fait de l'expo et comment on en parle, on a l'impression d'avoir un océan de fourre-tout où on sait pas en fait quelles sont les limites qui sont finalement très perméables d'un enfant à un autre et pas seulement d'un âge à un autre. Euh, et en effet, je pense que il y a vraiment une connaissance fine des besoins de ces différents stades de développement et âges et individualisé aussi, qui doit être pris en compte pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et après, je pense qu'il n'y a pas forcément uniquement une médiation à donner, je pense qu'il faut se situer aussi, pas avoir un syndrome de l'expert, de finalement se dire que même si que les enfants, en fait, ils ont normalement des yeux, ils ont des sens qui sont développés, et même s'ils peuvent entrer dans l'œuvre via même un tout petit canal ou un petit truc qui leur plaît et qui font écho à quelque chose, c'est déjà bien. Je pense qu'il faut aussi leur donner le droit aussi d'avoir accès à l'œuvre sans qu'il y ait même une médiation en tant que telle, d'avoir le droit en fait de s'exprimer dessus, d'avoir une vraie ouverture dessus. Alors moi, je rebondis sur ce que disait Morane, notamment quand elle parlait de choix des œuvres, si ça allait être possible pour des enfants ou pas. Là, c'est vrai qu'on a tendance à se mettre une sorte de censure. Moi, je pense que les enfants, ils peuvent voir énormément d'œuvres très multiples. Alors évidemment, on ne parle pas de celles qui peuvent vraiment les heurter, mais en fait, il s'agit d'une sorte de projection des adultes. Je m'explique. On avait à l'Artothèque, pendant une exposition, une œuvre d'Émilie Breux qui était un portrait. Il y avait je ne sais même plus combien de portraits, mais de Berthe Morisot et fait au crayon de couleur. Et chaque portrait avait une couleur. Ça fonctionnait super bien avec les enfants, c'était coloré. Pour rentrer dans l'œuvre, franchement, c'était génial. Et on a eu une dame qui nous a dit: ah non, mais alors, faut pas du tout emmener les enfants voir ces œuvres. Bah, du coup, on était hyper surpris. Elle nous dit: ah non, mais moi, je vais pas emmener mes petites filles, qui étaient quand même plus âgées, parce qu'elle nous a dit qu'elles avaient entre 6 et 8 ans. Pour elles, c'était choquant. Donc, c'est aussi de voir, en fait, de permettre aux enfants, justement, de s'exprimer, parce que ce qu'on va penser pouvoir leur faire peur ou autre, eh ben, pas forcément. Donc, on va peut-être des fois projeter par les œuvres nos propres peurs et nos propres angoisses. On va se dire: non, ils vont avoir peur, il va faire des cauchemars, il va pas dormir après. En tant que parent, ça, c'est notre grosse angoisse quand même, qui ne dorment pas. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est de ne pas se restreindre. Et c'est ça qui est bien quand on va dans des expos qui sont faites en fait pour le grand public, parce que c'est là où moi je reviens sur le fait voilà, des expos vraiment que pour les plus petits, où on se restreint. Mais moi, je ne suis pas la mise en case, mais plus dans l'inclusif. Donc, c'est-à-dire voilà, que tout le monde puisse voir la même exposition et s'exprimer selon ses propres références, avec ses propres mots, selon ses propres émotions. Moi, personnellement, quand je crée une médiation, c'est pour ça que je dis public-famille, parce que j'essaye de me dire, voilà, dans une famille, on va avoir un bébé d'1 an, on va avoir un enfant de 6 ans, on va avoir un ado. Bon, ce qui est mon cas familialement parlant, j'ai vraiment un panel qui va, voilà, de testeurs, plus des parents, ça peut être aussi des grands-parents, on va avoir vraiment multiples générations. Et c'est comment toutes ces personnes qui forment une seule entité, mais avec plein de personnes différentes, de personnalités différentes, vont pouvoir s'approprier ça. Et comment, en fait, nous, en tant que structure, eh bien, on va pouvoir les aider justement à s'approprier les expositions et puis vivre, être dans le partage. Je te rejoins sur le fait qu'en fait, je pars du principe que
Alors oui, ce sont des enfants, mais je ne suis pas pour l'infantilisation et je suis pour… voilà, en fait, on peut tout montrer à un enfant à partir du moment où on lui explique un petit peu. En tout cas, dans l'art, voilà, surtout que l'art, je trouve, se prête bien justement au questionnement, etc., dès le plus jeune âge. Maintenant, encore une fois, c'est une exposition qui a été pensée en collaboration, donc que ce soit avec les équipes du MAC ou avec les étudiants. Et donc, on a dû faire face à diverses opinions. Et puis aussi… à un positionnement. Et ce dont je parlais surtout, c'était plus en fait nos doutes, parce que justement, et pour répondre à ta question, on n'est pas du tout formé et on n'a aucun cours sur l'enfance, sur le développement de l'enfant, etc. en médiation, en tout cas pas dans notre master, que j'adore à côté de ça, hein, je ne jette pas la pierre. Hein. Mais voilà, on n'est pas du tout formé pour ça et donc ça faisait vraiment partie dans le process de nos doutes en fait. Quand il s'agit de concevoir une expo et de concevoir des médiations, ben, ça fait partie des doutes et mais est-ce que ça va choquer? Est-ce que, est-ce que les parents vont nous jeter la pierre? Enfin, voilà, il y avait tout ça. Et pour rebondir très, très rapidement sur les médiations, puisque c'était la question initiale d'Émilie, pourquoi une expo pour les 0-3 ans alors que finalement, il y a peu de choses qui sont proposées pour les 0-3 ans? Encore une fois, et comme l'a dit justement Madame tout à l'heure, notre expo, elle est pensée pour les petits avant l'âge de 3 ans, que ce soit par les couleurs, l'œuvre de Canogar, comme je disais, l'immersion, etc. On l'a envisagé pour des petits en dessous de 3 ans, en imaginant que ça pourrait leur permettre voilà, de vivre des émotions, d'être dans un environnement qui leur parle, qui les éveille, etc. Et en même temps, je reconnais que peut-être ça pêche pour les bébés aussi, parce que, et moi, c'est une question que je me pose encore maintenant, et c'est pour ça que je trouve ça super de pouvoir assister, d'avoir la chance d'assister à ce podcast et à tous ces échanges, parce que, oui, pour être honnête, c'est quelque chose que je me pose encore maintenant comme question, mais qu'est-ce qu'on aurait pu envisager comme médiation pour les plus petits? Nous, c'est vrai qu'on partait du principe que le conte pourrait faire l'affaire, et en même temps, j'ai eu beaucoup de retours divers sur ce conte qui soient super positifs, autant que négatifs. En fait, j'en ai aussi eu de parents qui me disaient bah ouais, mais ça suffit pas pour les 0-3 ans. Que nous, les étudiants, on s'est aussi beaucoup concentrés sur cet espace Odyssée en plein milieu de l'expo qui nous tenait vraiment à cœur. C'était un peu notre touche novatrice de dire ok, on propose un espace atelier, détente, lecture, mais dans l'exposition. Et ça bouscule un peu les codes aussi d'une exposition en permettant aussi à l'enfant de s'exprimer à ce moment-là. Jusqu'où ça fait pas office de médiation aussi de dire voilà, je sais pas, dessine ton œuvre préférée et de voir le mur s'habiller au fur et à mesure. C'était une super idée, je trouve, parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont super créatifs à partir de leurs œuvres préférées. Et donc, ça permettait aussi de faire presque médiation aussi à partir de l'œuvre, où je voyais certains enfants qui partaient de l'espace Odyssée, qui retournaient voir l'œuvre et puis qui revenaient dans l'espace Odyssée pour la dessiner. Enfin, ça permet aussi peut-être une émulation d'idées et puis de médiation. Mais c'est vrai que même encore aujourd'hui, avec tous les retours que j'ai eus, effectivement, pour les bébés et pour les tout petits, ça pêche enfin, ça pêche entre gros guillemets, je pourrais dire quand même que c'est une petite faiblesse et que jusqu'où aussi on n'a pas peut-être manqué de temps aussi, parce que c'est vrai que cette articulation jeune public, petite enfance, elle est, je trouve, compliquée, surtout pour nous aussi étudiants qui sommes arrivés les deux pieds dans le plat, mais qu'encore une fois, on n'a pas de formation initiale là-dessus et qu'on a appris sur le tas aussi auprès des équipes du Maclion. Mais jusqu'où il nous aurait peut-être pas fallu 6 mois de plus pour aussi vraiment creuser le côté médiation et qu'est-ce qu'on propose en termes d'expérience aussi. Je voyais par exemple, il y a Little Labo, je crois, entre 3 et 5 ans. Ouais. Et imaginez un petit Little Labo en 0-3 ans. Non, mais ouais, ça aurait pu entièrement. Et puis, peut-être même aussi axé sur des ateliers aussi plus en famille. Ça aurait vraiment pu être des pistes qu'on n'a pas explorées par manque de temps, par peut-être manque d'idées aussi à ce moment-là, par le fait que… Et puis, encore une fois, moi… avec mon expérience d'étudiant, quoi. Et c'est quelque chose dont on a parlé beaucoup en off, en débrief de cette expérience. C'est vrai qu'on a été plongé en fait un peu dans tous les services, voilà, que ce soit la médiation, que ce soit la communication, que ce soit la scénographie, le montage. Et on s'est posé, nous, la question de se dire, mais jusqu'où il aurait peut-être pas fallu qu'on se concentre juste sur la médiation, parce que là on était co-commissaire et du coup et c'est une chance de fou hein, mais c'est vrai que
Enfin, c'est quelque chose qu'on a re-questionné après avec les équipes du MAC parce que aussi c'était leur première expérience à eux, comme nous en fait, de partenariat institution culturelle et établissement scolaire, enfin université. Mais du coup, jusqu'où ça brimait pas aussi et ça permettait pas de se concentrer uniquement sur peut-être la médiation petite enfance parce qu'il y avait énormément de choses à voir, énormément de choses à faire, énormément de services avec lesquels collaborer. Est-ce que, par exemple, là, j'entends les cartels qui ont super bien fonctionné, qu'Émilie, voilà, elle a vraiment aussi flashé dessus. Est-ce que, par exemple, ça, de voir que ça fonctionne bien, est-ce que ça pourrait pas être un outil qui pourrait être mis en place sur les expositions, j'ai envie de dire, qui sont pas à destination du jeune public, sous forme, je sais pas, de cartes ou autre, voilà, de se dire, Alors justement, là, on arrive au moment du bilan un peu voilà, l'exposition est ouverte depuis 4 mois. Peut-être en réponse à ça aussi, Fanny, quel retour vous avez eu quelle appropriation des spectateurs, quel retour et justement, qu'est-ce que vous en tirez, vous, là, vous en êtes, parce que c'est ouvert jusqu'au 10 juillet. Oui. Alors, je voudrais quand même revenir sur la question de Jennifer concernant le Little Labo. En fait, une question à laquelle Morane ne peut pas répondre parce que tout ce qui concerne les visites avec nos médiateurs. Donc là, ce sont donc nos médiateurs qui les prennent en charge. Et donc, autant les étudiants, c'est vrai, ont participé aux outils de médiation, les cartels, ils ont participé aussi aux livrets-jeux qui sont écrits par les médiateurs, mais ils ont participé à leur élaboration. L'espace Odyssée, donc les outils de médiation, mais les médiations proprement dit humaines, elles sont portées par notre équipe de médiateurs. Et on a un moment, en effet, imaginé, c'est vrai qu'on propose des visites en famille avec les 2 tranches d'âge, avec les 3-5, les familles avec des 3-5 ans et les familles avec les 6-11 ans. Et on s'est posé la question, et en dessous de 3 ans. Donc, comme je le disais, en dessous de 3 ans, on travaille avec les crèches, en quel cas on forme les éducatrices pour après qu'elles soient à même de revenir avec les enfants. Mais s'agissant donc des moins de 3 ans, ça demande des compétences de médiation particulières. Nos médiateurs ne sont pas formés pour la si petite enfance. Donc, quand on travaille avec les crèches, eh bien, faudrait inverser, du coup, il faudrait que les nounous puissent aussi donner des petits tips. Inversement, quoi, finalement. Exactement, mais quand je dis formation, des éducatrices de crèche ou aussi des assistantes maternelles, parce que nous avons d'ailleurs un projet avec des assistantes maternelles, qui est un service à la ville qui rassemble les assistantes maternelles, les nounous. Elles ne sont pas encore venues, mais on va co-préparer tout à fait avec elles et après pour mieux pour qu'elles soient plus actrices quand elles vont revenir avec les enfants qu'elles gardent. Justement, je dis actrices parce que oui, ce sont que tous des nounous féminins. Pour revenir donc, ça nous a traversé, hein, bien sûr, l'esprit de proposer des visites en famille pour les moins de 3 ans, mais ça demande vraiment une préparation très particulière et une formation aussi particulière. Et comme Morane l'a dit, on a vraiment manqué de temps. Et c'est peut-être quelque chose à réfléchir pour la suite, mais sachant que je ne sais pas si dans le cadre d'autres expositions, ça pourrait être possible. Alors pour revenir justement sur le bilan, dans les retours, donc ils sont quand même globalement évidemment très positifs déjà par l'affluence des familles, ça évidemment multiplié par 10, donc beaucoup aussi de très bons retours via les réseaux sociaux, même si en effet tout au début de l'ouverture il y avait eu ces petites remarques sur le toucher, hein, l'absence de toucher, et donc on mène une étude, hein, donc qui n'est pas encore dépouillée puisqu'on est encore en cours, donc on a fait un questionnaire, donc on interroge les familles. Prévoyez-vous de refaire des expositions à destination de jeunes publics? Ça n'est pas impossible, c'est quelque chose qui pourrait en effet être renouvelé, pas à court terme ni à moyen terme à mon avis.
En tout cas, on a appris donc beaucoup de choses. Quand on dépouillera l'enquête, on apprendra sans doute aussi d'autres choses. Il y a des choses qu'on va retenir de cette expérience. Donc les cartels, en effet, c'est en germe, puisque l'idée, c'est que pour toutes nos prochaines expositions, on puisse proposer des cartels enfants. On l'avait déjà en tête d'ailleurs avant l'Odyssée, et d'ailleurs on s'est aperçu que même les cartels enfants intéressent les adultes. On a très peu de connaisseurs, nous, qui visitent. Peut-être aussi réfléchir ensuite en termes de médiation. Alors c'est difficile de se projeter parce que sur des cas de figure d'exposition qui s'y prêtent plus ou moins. En tout cas, par exemple, même déjà nos visites en famille pour les 3-5 ans, qu'on propose habituellement, voir déjà comment mieux les préparer. Voilà, en tout cas, c'est encore un petit peu tôt pour se projeter sur l'avenir, mais c'est sûr que c'est une expérience. Je vous rejoins sur cette idée d'inclusif, le principe d'une exposition que pour les enfants. Ça peut être à double tranchant parce que peut-être qu'après l'Odyssée, les familles ne vont plus venir. Alors que notre envie, c'est développer des nouveaux publics et que ça leur donne envie de revenir, même quand ce n'est pas une exposition pour enfants. Alors moi, j'entends qu'il y a cette expérience auprès du jeune public, ça vous tire aussi plusieurs bonnes pratiques à renouveler pour les expositions tout public. Du coup, pour conclure, j'aimerais entendre Claire et Jennifer sur aussi leur rôle là en tant qu'ambassadrice Montmartre, qui justement développe un peu des bonnes pratiques auprès des familles et de la jeunesse dans les musées. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que Montmartre et en quoi justement l'idée c'est de pouvoir développer ces bonnes pratiques? Alors Montmartre, c'est une association qui milite pour que les familles aillent au musée, et on a vraiment une posture de pivot parce qu'on va autant donc donner des conseils, des astuces, montrer que c'est possible d'aller au musée avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, plus les grands-parents, enfin voilà, tout le monde. Par notamment le site internet, on met nos expériences au musée, donc c'est pas tout le temps positif. Et puis du côté des musées, on va vraiment avoir eh bien, on va leur proposer, notamment en signant la charte pour être musée joyeux. Donc c'est de les inciter à réfléchir justement sur l'accueil des familles. Ça va être vraiment global, ça va être l'accueil. Donc on parlait tout à l'heure en termes de communication. Avant la visite. Donc, de savoir s'il y a, par exemple, un parking à proximité, s'il va y avoir voilà, la table à langer, le prêt de poussette, des choses comme ça. Donc, si l'information est accessible rapidement. Si ensuite, sur site, eh bien, voilà, donc question de l'accueil, possiblement médiation, ateliers, voilà. Donc, nous, on va vraiment, quand ils vont signer la charte, c'est pas du tout un questionnaire où faut pas tout cocher. C'est vraiment dans repenser globalement le musée avec vraiment toutes les équipes pour se dire, voilà, on veut accueillir les familles, où est-ce qu'on peut avoir des points d'amélioration. Et puis, c'est aussi donc adopter les 10 droits du petit visiteur. Donc là, on parlait de positif, de remettre du positif dans la visite. Et bien voilà, c'est de permettre aux équipes notamment d'accueil ou de médiation de l'utiliser pour dire, bah oui, on n'a pas le droit de toucher ou de autre des fois. Mais par contre, regardons tout ce qu'il y a à faire. Et là, en 10 points, on montre ce qu'il est possible de faire, comment on peut vraiment eh bien, s'emparer du musée en famille. L'enjeu de Montmartre et de justement cette charte qui est plutôt comme une espèce de proposition de meilleures pratiques pour que les familles viennent plus en confiance, qu'elles soient rassurées, mais aussi qu'il y ait vraiment de la bienveillance
qui soit instauré en fait entre l'équipe accueillante et toute composante, que ce soit des commissaires, des personnes qui sont à la billetterie ou qui surveillent les salles, etc., etc., et ces visiteurs pour vraiment voilà, établir un lien de confiance et de bon accueil. Voilà, à 360 degrés, je dirais. Pour terminer le podcast, je vous propose de vous prêter au jeu du petit rituel qui est de partager en quelques mots quel enfant vous étiez et quel était votre rapport à l'art et aux expériences culturelles. Comment ces expériences ont peut-être forgé la personne que vous êtes aujourd'hui. Peut-être qu'on peut faire du plus loin au plus proche. Fanny, est-ce que vous voulez bien vous prêter au jeu? Vous avez bien vu, justement. Je suis peut-être une autre génération et donc moi, mon enfance n'a pas de souvenir en tout cas de sortie scolaire dans les musées. Donc si je dois mon goût pour l'art, je le dois à un contexte familial, c'est sûr, que mes parents et mes grands-parents surtout, qui avait un goût pour l'art. Alors, concernant mes grands-parents, l'art qui leur était contemporain, donc on va parler des modernes, du coup, enfin des Picasso, des Rouault, etc. Donc, mais par le biais, en fait, donc un goût pour l'art, mais qui est passé par le livre, en fait, et par des reproductions. J'ai mon choc esthétique, c'est pas fait face à une vraie œuvre, mais par une reproduction d'œuvres. Et donc, ça pourrait être un petit peu aujourd'hui, comment dire, ça ne plaide pas en direction de développement des sorties muséales. Mais voilà, donc moi j'ai eu cette chance de baigner, mais plus par l'intermédiaire de reproduction, mais suffisamment pour que ça me donne envie donc de faire une formation d'histoire de l'art sans aucun souvenir de visite, en tout cas enfant, de visite de musée d'art en tout cas. Voilà. Jennifer, toi, quel enfant tu étais et quel souvenir, quelle expérience culturelle t'a marqué? Alors moi, je me souviens d'une visite que j'avais faite au musée de Saint-Lô. Alors je me souviens pas de la visite, mais je me souviens justement de l'atelier. C'était un atelier tapisserie. Et voilà, je me souviens d'avoir fait sur mon petit cube une sorte de tapisserie. Sinon, familialement parlant, on n'allait pas dans les musées. Alors si, on en a fait deux. On a fait le musée de la Marine et le musée de l'Homme. Alors, j'en garde pas un souvenir très positif. Vraiment, je crois que l'ennui était le souvenir. Voilà. Et après, sinon, la rencontre avec l'art en tant que tel, des œuvres d'art, des musées, ça c'est vraiment venu tardivement au lycée, où j'ai intégré une première littéraire avec option art plastique, option lourde art plastique. Et là, mon prof, Ronan Descottes, voilà, nous a montré un Roscoe et je suis passée à travers. J'ai compris en fait ce que l'artiste, on m'expliquait ce que l'artiste a voulu dire, a voulu faire, comment il l'a fait. Et là, voilà, là c'était coup de foudre. Je me suis dit, mais waouh, il y a un truc qui s'est levé. Et j'ai dit, mais voilà, ça y est, je veux tout savoir et je veux aussi faire partager ça. Claire, toi, qu'est-ce qui... Alors, moi de mon côté, je pense que je suis toujours la petite fille que j'étais à l'époque, avec des goûts très très éclectiques. J'ai eu la chance, même si je viens d'un milieu ouvrier assez défavorisé, j'ai toujours eu la chance d'avoir par contre des pratiques culturelles extrêmement larges. Moi, j'ai passé mon enfance et mes premiers dimanches du mois dans les musées d'art à Valenciennes et à Cambrai notamment. Et je visitais aussi énormément de grottes, de châteaux, de lieux un peu atypiques. Et les deux lieux qui m'ont vraiment marqué, qui sont artistiques mais pas uniquement beaux-arts et art contemporain, c'était les Zézis, donc le site préhistorique, donc avec les reconstitutions, etc. Donc des choses très immersives, avec des choses à toucher, à vivre entièrement, et aussi Samara, donc sur l'archéologie. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'a toujours plu, c'est que qu'on soit dans un musée des beaux-arts ou ailleurs, c'est vraiment de rêver, d'imaginer, de vivre quelque chose.
et d'être immergée dans une expérience un peu totale. Et je pense que si je fais ce métier-là aujourd'hui, avec le parti pris que j'ai aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est par rapport à cet éclectisme-là et à cette curiosité générale. Voilà, c'est les deux expériences qui m'ont marquée, et elles m'ont tellement marquée, les Zazie et Samara, que j'ai jamais osé y retourner de peur d'être déçue Mmh. et de garder ce souvenir d'enfance. Donc je ne sais pas beaucoup. On m'a déjà invité à y retourner et je me suis dit peut-être, mais voilà, on sait que les souvenirs d'enfance sont toujours très beaux et on n'a pas envie forcément de les déconstruire. Oui. Morale, Voilà. toi, quel souvenir d'enfant tu étais et tes expériences culturelles? Ma première, enfin, ouais, du peu que, enfin, du plus récent que je me souvienne, en tout cas, enfin, j'ai toujours aimé lire énormément. J'étais quelqu'un qui lisait, j'étais même une lectrice plus assidue petite que maintenant, pour être complètement honnête. Je me nourrissais de lecture et de lecture et de lecture. Je pense que mes parents ont beaucoup participé à cette appétence aussi. Et puis, mes premiers souvenirs marquants en termes artistiques, je me souviens avoir été frappée par les peintures de Frida Kahlo dans un livre. Je ne sais plus quel livre d'ailleurs, en fait, qui devait être soit à mes parents, soit à moi, mais je me souviens que ça m'avait frappée, même un peu traumatisée à l'époque. Enfin, j'en rêvais, et en même temps, c'est une artiste que j'admire beaucoup aujourd'hui et dont les peintures me parlent beaucoup, beaucoup. Et puis, en termes plus physiques, j'ai passé les 20 premières années de ma vie en Normandie, et donc pas loin de Giverny, et mes premiers souvenirs, que ce soit de visites familiales ou entre amis, ou même scolaires. Je crois qu'on avait été à la maison de Monet à Giverny avec l'école. C'est vraiment ce jardin et cette maison de Monet. Et contrairement du coup à toi, Claire, c'est un endroit que je porte chaud dans mon cœur, mais qui du coup participe à mon évolution aussi dans ce milieu, parce que j'y retourne tous les ans. Enfin, dès que je reviens en Normandie, je pense que je passe par là. Voilà, c'est vraiment le lieu artistique par excellence auquel je suis attachée, je pense, pour toujours, en fait, parce que c'est mes premiers souvenirs et c'est les premières confrontations avec l'art, quoi. Eh ben, un grand merci à vous quatre pour votre transparence, votre authenticité, parce que du coup, il y a eu des points de désaccord, mais je trouve que c'est aussi ça qui fait avancer dans nos réflexions, dans nos pratiques, même si l'idée, c'est pas d'y répondre, d'apporter des réponses finies, toutes faites, mais de continuer justement à confronter nos regards, nos points de vue, nos générations, nos appétences, et comment, en tout cas, on peut tout ensemble et tous, parce qu'on a envie aussi que les hommes soient avec nous dans ces questionnements, en tout cas, se dire voilà, comment on peut vraiment améliorer nos pratiques et continuer à développer des actions qui ont du sens pour le public de la petite enfance et effectivement plus globalement des familles quand on s'adresse à cette tranche d'âge. Merci beaucoup. Et voilà, l'épisode 5 est fini. Encore un grand merci à mes 4 invités pour ce partage d'expériences. Ce fut passionnant et intense à préparer. Les paroles partagées nourrissent encore mes réflexions. Moi, ce qui me questionne le plus, c'est la question des œuvres, pensées ou non pour les enfants. Issue du spectacle vivant, je suis entourée d'artistes qui créent pour le jeune public. Ils développent des écritures adressées à la petite enfance ou à la jeunesse, avec différents niveaux de lecture. Et oui, voir des spectacles serait bon pour les bébés, mais les emmener voir un Shakespeare de 3 heures, est-ce que ça serait aussi intéressant ? Il en est de même pour la littérature jeunesse. Dans les musées d'art, il y a les beaux-arts, où on retrouve notre patrimoine, la peinture, sculpture, des artistes qui ont créé pour diverses raisons, à leur époque, des raisons esthétiques, souvent politiques. On ne pensait pas aux enfants. Dans l'art contemporain, à la différence du spectacle vivant, de la musique ou de la littérature, il n'y a pas de courant, si j'ose dire, qui est spécialisé dans la jeunesse. Pourquoi ? Est-ce que cela a moins de valeur, moins d'intérêt ? Est-ce que l'on s'adresse vraiment de la même manière aux enfants et aux adultes ? Et finalement, est-ce que c'est vraiment un problème ? Alors, quelle place pour les œuvres, pour les publics, pour la médiation ? Si la médiation prend autant de place que les œuvres, est-ce un problème ? Ou offre-t-elle une lecture augmentée de l'œuvre ?
Est-ce que l'on ne devrait pas s'adresser aux adultes de la même manière qu'aux enfants, en plaçant le sensible, le sensoriel et l'imaginaire au même niveau que les connaissances ou l'expérience esthétique? Est-ce que les enfants trouvent davantage leur place dans les expositions pensées à leur hauteur? Je ne répondrai pas à ces questions. J'aimerais plutôt entendre vos réponses ou les questions qui en émergent en commentaire. L'enjeu de ce podcast n'est pas d'apporter des réponses fermées, mais d'ouvrir des questionnements, de découvrir des initiatives et interroger nos pratiques, le sens de nos actions. Et pour poursuivre ces réflexions, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. On s'intéressera à 2 projets petite enfance qui se déroulent dans les musées. Ce sera l'occasion de croiser nos regards entre médiatrices, chercheurs et chorégraphes. À très bientôt.